Et en réalité, si on veut développer une vision, il faut savoir ce qu'on ne sait pas. Il faut savoir peut-être ce à quoi on n'a pas pensé. Il faut accepter que peut-être on a tort. Ça, c'est un biais cognitif très important, c'est le biais de confirmation. Notre cerveau écoute ceux qui nous disent qu'on a raison. C'est le principe d'ailleurs de l'IA qui nous dit en permanence qu'on a raison. L'effort, c'est d'écouter aussi ceux qui nous prouvent qu'on a tort. Parce que peut-être que si on ne les écoute pas, on va se prendre le mur. La connaissance de soi, c'est pareil en fait. On pense qu'on se connaît, mais en fait, il y a plein d'autres zones qu'on n'a pas explorées et qui font que peut-être on n'est pas aligné avec soi-même. Donc pour moi, le courage, c'est ça, c'est de savoir ce qu'on ne sait pas. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Femmes de Défi. Je m'appelle Léa Lucas, je suis journaliste pour le magazine Courrier Cadre et je suis ravie de vous retrouver dans cette 4e saison de Femmes de Défi, le podcast pour cultiver l'audace. Tous les mois, j'ai le plaisir de recevoir des femmes leaders dans leur domaine et plus précisément dans le monde du business. Elles viendront me parler de leurs obstacles, de leur capacité à rebondir, de leurs plus grandes réussites aussi. Toujours avec pugnacité, talent et modestie. Et dans un second temps, nous évoquerons un sujet de société. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Morgane Miel, rédactrice en chef à Madame Figaro. Depuis plus de 20 ans, elle est une observatrice passionnée des transformations du monde du travail et de ses impacts sur la carrière des femmes. De l'égalité des salaires à l'autonomie financière, des postes à responsabilité à la charge mentale, des sujets nombreux qui n'en finissent pas d'évoluer. Déterminée mais toujours élégante et empathique, elle ne s'est jamais détournée de son objectif, mettre en lumière celle qui, chaque jour, ose prendre des risques, ose casser les codes. Alors, pourquoi est-elle animée par ces thématiques depuis tant d'années? Qu'en retient-elle? Et surtout, comment met-elle tous ces apprentissages au service de sa propre évolution professionnelle? C'est parti, saison 4, épisode 10. Bonjour Morgane Miel. Bonjour Léa. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, ça me fait très très plaisir. Alors pour entrer dans le vif du sujet tout de suite, quel a été le plus grand défi au cours de ta carrière ? Alors d'abord, merci de me recevoir, c'est moi qui suis ravie. Je dirais que j'en ai eu 2 en fait. J'ai commencé à travailler très tôt, j'avais 22 ans, et pour des raisons compliquées que je vais pas développer ici, j'ai passé le concours de l'Académie de Prisma Presse. J'ai eu ce concours et je me suis retrouvée du coup à travailler pour Management, qui était un titre de la presse économique, ce qui était surprenant dans mon parcours puisque moi j'étais très littéraire, j'avais fait Hippocagne-Cannes, donc je ne connaissais rien à l'économie. Et ça a été une vraie surprise dans ma vie, d'abord parce que je m'y attendais pas. Vincent Beaufils, qui après a été directeur de la rédaction de Challenge et qui dirigeait ce titre à l'époque, m'a vraiment recrutée en CDD puis en CDI. Et j'ai découvert là, en fait, un monde qui m'a fascinée, qui est le monde de l'économie, de la vie économique, des gens qui la font. Et je me suis dit, mais en fait, c'est là que ça se passe, c'est là que le monde est en train de se construire. Par ailleurs, j'apprenais aussi une partie de mon métier qui était passionnante, qui est vraiment la technique d'enquête avec le sérieux des chiffres, de la vérification, etc. Donc, pour une carrière journalistique, c'est assez formidable de commencer comme ça parce qu'on commence dans le dur, dans le sérieux, dans ce qui fait après qu'on est capable de mener des grandes enquêtes. Mais je voulais depuis toujours travailler pour Madame Figaro et m'adresser aux femmes, ce que je fais aujourd'hui. Donc évidemment, je ne voyais pas très bien comment j'allais raccorder ce début de carrière à ce que je voulais vraiment faire. Et en fait, ce désir non seulement ne disparaissait pas, mais en plus ne cessait de grandir. Et donc, j'ai fini par négocier mon départ, mais au bout, ça m'a pris 5 ans. Parce qu'à chaque fois, j'ai été rattrapée, en fait, par un poste qui était créé pour moi, par une augmentation que j'avais à ce moment-là, etc. Et puis, par l'intérêt de mon travail également. Mais ça m'a pris 5 ans de réussir à dire, mais en fait, j'adore ce que je fais ici avec vous, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire dans la vie. Ce n'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et c'est pour ça que je t'en parle, Léa, ce matin, si ça peut inspirer des auditrices. C'est que, en fait, ce qui m'a aidée, ce qui fait que ça a été un moment charnière, c'est que je suis partie, en fait, de ce poste qui était très bien payé pour une journaliste de mon âge, assez jeune, etc. Je suis partie et j'ai redémarré de zéro
sans rien, appelé la rédaction de Madame Figaro. Je suis tombée sur l'assistante d'Anne-Florence Schmitt, qui est notre directrice de la rédaction aujourd'hui et qui venait d'arriver. C'était il y a 20 ans. Je lui ai expliqué par A plus B que c'était le projet de ma vie de venir travailler là, que je savais exactement ce que j'allais y faire, c'est-à-dire parler des femmes au travail, de leur place dans l'économie, qu'il se passait plein de choses avec les quotas de femmes dans les conseils d'administration. Je pense qu'elle m'a prise pour une illuminée, mais elle a eu la gentillesse de m'adresser à la rédactrice en chef de l'époque, Viviane Chocas, qui venait d'arriver pour créer tout un service société qui n'existait pas à l'époque au sein de ce journal, et qui a eu la gentillesse de m'écouter, de lire mes articles et de me proposer immédiatement qu'on prenne un café ensemble. Alors j'habitais 2 rues derrière, je suis venue dans le quart d'heure qui suivait et je ne suis jamais partie. C'est une belle histoire qui nous lie encore aujourd'hui puisqu'on travaille encore ensemble. Et quand je lui ai demandé, mais en fait Viviane, qu'est-ce qui fait que tu m'as donné ma chance alors qu'il y avait tellement de monde finalement à la porte? Elle m'a répondu, tu es la seule qui a dit son désir. Et en fait, je trouve que c'est très beau cette phrase parce que à plein de moments dans la vie, en fait, on peut être amené à changer aussi d'envie. Et à devoir se remettre d'accord avec son désir. Il y a plein de nouveaux débuts, en fait, dans une vie professionnelle. Il y a un livre qui est très beau de la philosophe Claire Marin qui s'appelle Les débuts et que je conseille à tout le monde parce que le début, c'est pas toujours le début. On a plein de débuts dans une vie, plein de recommencements. Et ce qui fait qu'on est aligné avec soi-même, c'est-à-dire en accord, qu'on met sa tête en accord avec son cœur, finalement, et sa voix, eh bien, c'est jamais tout droit. Précisément, pour être aligné avec soi-même, il faut pas être dans une rectitude, il faut savoir bifurquer, tourner, redémarrer, suivre les courbes en fait de son propre changement dans un monde qui de toute façon autour de nous bouge. Et c'est ça qui est difficile parce que nous on nous apprend toujours à rester à la même place en fait, à continuer, à construire, mais parfois pour trouver sa place ou pour la garder, il faut savoir changer, partir, bifurquer. C'était déjà pas simple quand j'avais 25 ans. C'est plus dur encore quand on vieillit, qu'on atteint des postes à responsabilité, des plus gros salaires et tout. Mais je trouve que savoir écouter son désir et se remettre en accord avec soi-même régulièrement, c'est fondamental dans une carrière, quitte à se faire accompagner, quitte à se faire coacher, etc. Mais ça me semble fondamental. Voilà, c'est pour ça que je voulais en parler ici et en parler à vos auditrices. Et le deuxième moment? Oui, c'est ça. Le second défi, c'est arrivé plus tard. Voilà, en fait. il est arrivé récemment. Donc, il y a 3 ans, j'ai été nommée rédactrice en chef du journal et de la partie business, en tout cas. Et c'est une nomination qui arrivait à un moment très chargé de ma vie personnelle, puisque donc mon mari est entrepreneur. C'était un moment où il vendait son entreprise. Il faut savoir que vendre son entreprise, c'est un processus qui dure 9 mois, comme un bébé, comme une gestation humaine. Je l'ai pas beaucoup vu pendant 9 mois. J'étais un peu seule à ce moment-là, avec des enfants en bas âge. Et par ailleurs, c'est une période de ma vie où tout s'est un peu bousculé parce que ma meilleure amie a attrapé un cancer du pancréas. Je l'ai accompagnée pendant 2 ans. Elle est décédée malheureusement, mais je l'ai accompagnée sur ce chemin-là jusqu'au bout. Donc j'étais au milieu de ça. J'étais seule avec les enfants. Ma meilleure amie était en train de mourir. Je l'accompagnais à l'hôpital jusqu'au bout. Et voilà, il y a eu 2 autres cas de gros problèmes de santé dans ma famille. Et vous savez, les ennuis, c'est comme les grands bonheurs. Ils arrivent toujours ensemble, en même temps. Tout arrive toujours un peu en même temps dans la vie. Et voilà, on choisit pas toujours les moments où les choses arrivent. Je suis nommée rédactrice en chef, qui était vraiment un rêve pour moi, en fait, un aboutissement. À ce moment-là de ma vie où le reste est complètement bouleversé, encombré, embouteillé, je me dis mais comment je vais réussir à tout faire en fait, et comment je vais réussir aussi à prendre ce poste sans décevoir, ce qui est toujours une question que se posent les femmes. Et ce qui m'a aidée à ce moment-là, d'abord, c'est de le faire. Parce que je sais que les hommes, eux, ils se posent moins la question. En fait, ils prennent le poste et ils voient après comment ils vont se débrouiller. Je me suis dit que j'allais faire pareil. Et ce qui m'a aidée, c'est la phrase, c'est encore un philosophe, décidément. C'est la phrase du philosophe Yankelevitch que Cynthia Fleury cite beaucoup dans son ouvrage sur le courage. Et quand on lui demande à Yankelevitch de définir ce qu'est le courage, les moments de la vie où on doit aller puiser en soi ce courage, il dit le courage, c'est de se dire cette chose-là, il n'y a que toi qui puisse la faire. Et en réalité, c'était tout à fait ça ma situation. Il n'y a que moi qui pouvais prendre ce poste dont j'avais... Enfin, je veux dire, personne ne pouvait le prendre à ma place dans mon chemin personnel. Personne ne pouvait
d'un seul coup me décharger non plus de mon rôle de mère, qui est un rôle que j'adore par ailleurs, etc. Je tenais à être près de mon ami, près des personnes de ma famille qui en avaient besoin. Et je suis très, très heureuse de l'avoir fait, d'avoir écouté Yankelevitch et d'avoir puisé en moi cette énergie de me dire, mais en fait, il n'y a que moi qui puisse le faire. Et en fait, donc, je le fais. Et c'est pour ça que je dis ça, parce que les femmes ont en elles une force immense, que souvent elles sous-estiment et qui se révèlent aussi dans ces moments-là où elles doivent aller chercher profondément en elles ce que j'appelle leur puissance, parce qu'elles en ont une immense de puissance qu'on a cherché depuis des siècles et des millénaires peut-être à taire ou à minimiser. À part la maladie, rien ne peut attaquer notre part indestructible. Voilà, elle est là, elle est en nous, on peut tout faire. On peut tout faire. Je vous dis pas qu'après, j'étais quand même un peu contente de sortir de ce tunnel. J'aurais préféré en sortir avec mon amie, bien sûr, mais j'en suis sortie avec mon amitié pour elle, intacte. Et finalement, quand on traverse aussi ces moments-là et ces épreuves personnelles, elles montrent aussi que rien n'est vraiment grave à part ça, en fait. Et ça aide à aller à l'essentiel, même dans son métier. Vous voyez, vous avez vos enfants, vous êtes sur des questions un peu essentielles aussi de votre existence, voire des questions de vie ou de mort. Le reste, objectivement, ça va rouler, une chose après l'autre. Et il y a une phrase que tu dis que j'aime bien, c'est que finalement, on peut tout réussir, mais pas tout en même temps. Donc, il faut, en fait, aussi, en fonction des moments de vie, prioriser, en fait. Et ça rejoint un peu la notion de la gestion du temps. Et je crois que c'est quelque chose que tu as vraiment appris à ce moment-là charnière, justement, de ton parcours, en fait. Oui, absolument, parce que le temps est le grand allié des femmes dans leur vie et dans leur carrière. Mais quand on me demande quel est votre meilleur conseil pour gérer son temps, je réponds que la meilleure chose qu'on puisse comprendre pour bien gérer son temps, c'est que le temps ne se gère pas. En fait, le temps ne se gère pas, parce que si on gère son temps, en fait, c'est l'histoire du progrès technologique. Par exemple, on invente la machine à laver la vaisselle. Aujourd'hui, voilà, ça a fait gagner aux femmes, malheureusement, qui faisaient elles-mêmes la vaisselle, un temps précieux qu'aujourd'hui on utilise à faire 1000 autres choses. Si gérer son temps consiste à remplir le temps libéré d'autres choses qui nous rendent toujours plus débordés et toujours plus fatigués. Donc le temps ne se gère pas, mais en revanche, il se pense, je pense, justement. Ouais. Et pour moi, la vraie façon de gérer, enfin la seule qui marche pour gérer son temps quand on est exigeant dans sa carrière et que dans sa vie tout court et qu'on a des enfants, c'est de se demander qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Quelles sont les valeurs, en fait, qui sont qui sont mes valeurs. Je pense qu'on en a 5, 6, 7. Pour moi, je peux vous le dire, si vous voulez, par exemple, mes valeurs. Ma valeur la plus importante pour moi, c'est la transmission. Voilà, j'adore ça. C'est peut-être pour ça que je fais ce métier-là et que je suis une maman assez passionnée. J'aurais pu être professeure, je pense aussi. Qui suit les devoirs attentivement. Oui, aussi. J'adore ça. J'adore l'école, j'adore transmettre le savoir, l'envie d'avoir des connaissances. J'adore la connaissance de soi, la connaissance de tout ce qu'on peut acquérir comme savoir dans la vie. Je trouve que c'est le luxe de l'existence. Donc, pour moi, c'est la transmission, c'est la justice. J'adore défendre des causes, en fait, qui aident à réparer des injustices. Voilà, ça, c'est un grand moteur de mon existence. J'aime la beauté, l'esthétisme, en fait. Je trouve que c'est important de défendre le beau sur Terre et dans notre vie. Ça peut passer par l'art, mais ça peut passer... Par la mode. Oui, mais même par la beauté de son attitude vis-à-vis de quelqu'un, des autres. Enfin, voilà. Défendre la beauté dans la vie, pour moi, c'est important. J'aime la nature. C'est un autre point qui est fondamental. Vous voyez, et quand vous mettez, en fait, les points qui comptent pour vous bout à bout, ça vous aide à choisir, en fait, ce qui est important pour vous. Et le reste se détache assez naturellement. Le reste, ne le faites pas. Voilà. Quelqu'un d'autre le fera. Si c'est important, ne le faites pas. Si ça ne l'est pas pour vous, faites ce qui est important pour vous et demandez-vous aussi où est-ce que je peux avoir le plus d'impact, ça dans la vie professionnelle, mais aussi dans l'éducation des enfants, etc. Où est-ce que c'est important que je sois
Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à trouver justement des lieux ou des moments de récupération dans cet emploi du temps surchargé pour ne pas sacrifier, tu l'as dit, à la fois sa santé, sa beauté aussi? C'est une chronique que tu as pu publier très intéressante. J'espère qu'elle n'est pas totalement massacrée. En tout cas, j'ai bien aimé ta chronique dans Business Therapy, du coup, que tu écris régulièrement donc dans Madame Figaro. Ouais. C'est vrai que tu disais qu'avec les années qui passent aussi, parfois, voilà, on a tendance à s'oublier. Donc toi, où est-ce que se trouvent finalement tes moments de récupération? Quand tu agis sur des choses qui comptent pour toi, c'est une forme d'énergie renouvelable, tu vois, qui s'auto-régénère, puisque tu en dépenses, mais tu en gagnes énormément. Mais bon, c'est quand même important de réussir à souffler un petit peu et de récupérer. Moi, ce que j'ai appris à faire, c'est à caler, bon, j'y arrive pas toujours, mais à caler dans mon emploi du temps, parfois, une plage de 2 heures. Donc, je vais dire que j'ai une réunion. Donc, on ne peut pas me caser autre chose dessus. Et alors, la difficulté, c'est d'utiliser cette plage, non pas pour faire tout le reste de la to-do list que vous n'avez pas réussi à finir, mais pour faire vraiment quelque chose pour vous. Bon, c'est pas évident. J'ai pas de problème à le faire, à le poser dans mon agenda. J'ai plus de problème à faire quelque chose vraiment pour moi, et non pas pour les autres ou pour le journal. Oui. Donc ça, c'est plus dur, mais je travaille là-dessus, j'y arrive. Alors moi, c'est plutôt... c'est plutôt un créneau que je prends le matin, où je vais m'octroyer un café avec ou toute seule ou avec une amie qui compte particulièrement, avec qui je vais pouvoir échanger et qui partage aussi, qui est à peu près dans le même parcours que moi, ou qui partage les mêmes interrogations. Et c'est un peu notre moment. C'est un peu un moment de définition, de redéfinition, de rigolade aussi, parce qu'on se prend pas au sérieux et on cherche pas à se montrer parfaite. On est juste comme on est avec tous nos problèmes et toutes nos failles. Et ça, j'aime bien. Et plus largement, j'aimerais évoquer avec toi le sujet de la flexibilité des horaires au travail. Tu le disais, tu t'aspires, toi, à te libérer le soir pour dîner, par exemple, avec tes enfants. Est-ce que, selon toi, ça permettrait justement aux femmes de mieux concilier les différents temps de vie en se soustrayant, en fait, du regard parfois culpabilisant, finalement, des autres, surtout dans la sphère professionnelle? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment le point d'achoppement de la carrière des femmes. On voit que celles qui quittent leur poste ou qui ne prennent pas des postes à responsabilité, c'est toujours à 90% pour des questions de flexibilité. Même aux États-Unis, en ce moment, il y a ce phénomène qui s'appelle The Great Resignation, donc la grande démission. On s'est rendu compte en regardant les chiffres que ça concernait surtout les femmes. Et les 2 points, en fait, qui les bloquent, c'est aux États-Unis, le retour du sexisme avec l'administration Trump, les anti-woke, etc. C'est le retour de bâton, un petit peu. Le backlash. Le backlash, super, comme si on avait besoin de ça en plus. Ouais. Mais aussi le manque de flexibilité. Et en France, c'est quasiment à 90% le manque de flexibilité. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est un point central. C'est normal, puisque le monde du travail a été pensé sans nous, sans les femmes, donc avec des horaires qui correspondaient aux hommes, qui ont été pensés par eux, pour eux. Donc, en fait, en réalité, ça ne nous convient pas vraiment. Après, c'est quand même compliqué aussi de s'extraire de ces règles-là tant qu'elles existent, puisque ça pose problème aussi d'être toujours celle qui s'extrait des règles plus ou moins tacites. La plupart du temps, elles ne le sont même pas, elles sont très claires, qui ont été pensées donc par d'autres que nous. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut pas lâcher pour pouvoir accéder au poste où on a des décisions à prendre sur ces histoires de flexibilité et d'horaire. Et quand on y est, de ne pas oublier ce point-là, c'est-à-dire de voir comment on peut apporter plus de flexibilité aux autres femmes. Et ça passe comme souvent par l'exemple. Moi, je crois beaucoup au leading by example, mener par l'exemple. Donc, si déjà soi-même, on est là jusqu'à 22h tous les soirs et qu'on télétravaille jamais, comment voulez-vous qu'en dessous, les personnes qui aspirent à monter dans la hiérarchie se l'octroient? Heureusement, la génération qui arrive après moi, elle finalement se l'octroie beaucoup plus. Et peut-être qu'elle a raison et qu'elle a des choses à nous apprendre. Et moi, je les regarde beaucoup faire, ça m'apprend beaucoup. Mais donc, quand moi, mes enfants étaient petits et que je devais partir relever la nounou, du coup, ça m'obligeait à partir plus tôt qu'avant. Et je l'ai fait bien que je sentais un regard négatif sur moi au-dessus de moi et en dessous de moi. C'est-à-dire, celle qui n'avait pas d'enfant disait, elle est quand même gonflée de partir à cette heure-là. Celle qui était au-dessus disait, moi, quand j'étais dans cette situation, je partais pas à cette heure-là.
Et en fait, ce qui m'a presque aidée à le faire, c'est de me dire, je sais pourquoi je le fais. Parce que je disais aux filles plus jeunes, vous verrez un jour, vous me remercierez de l'avoir fait avant vous. Et vous verrez, vous comprendrez pourquoi. Et quand vous entamerez votre 3e journée à 19h30, en arrivant chez vous, vous y penserez en fait que c'est mieux que ça soit pas à 21h30. C'est mieux pour tout le monde. Et certaines te l'ont dit d'ailleurs, même après coup. C'est vrai, tu avais raison. Oui, je m'en rendais pas compte. C'est ça. Et donc, on est à notre échelle. Bien sûr, il y a certaines femmes qui ont eu avant elles des femmes, peut-être leur mère qui travaillait et tout, mais on est quand même à une échelle où on doit inventer notre modèle qui n'existait pas. Donc, on a un rôle à jouer en tant que modèle. Oui, puis c'est difficile de se comparer avec les générations précédentes, étant donné qu'il y a eu une intensification quand même du travail, les outils numériques qui ont complètement fait intrusion dans notre vie, même aussi personnelle. En fait, ça n'a rien à voir et c'est vrai que c'est pas forcément comparable. C'est une question de confiance, en fait, aussi. Quand on a confiance en quelqu'un, quand son travail est super bien fait, je vois pas bien pourquoi on viendrait l'embêter pour ses horaires. Je préfère mener sur l'objectif que mener sur les horaires. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce qui compte pour moi, c'est que le travail soit fait, hyper bien fait. Et le reste, chacun s'arrange comme il veut. Je préfère mener sur l'objectif, par l'objectif. Et pour finir cette partie, Morgane, alors il faut que je rappelle que Madame Figaro a célébré donc cette année le 10e anniversaire du prix Business with Attitude que tu supervises donc depuis le début, destiné à mettre en avant les entreprises à succès de femmes entrepreneuses. Qu'est-ce que tu en retiens donc de cette 10e année, de sorte à en faire une rétrospective, et surtout comment tu te projettes dans les années à venir par rapport à ce projet qui est quand même l'un des projets quand même clés, j'ai l'impression, de ton parcours au sein du journal. Déjà, je suis très heureuse et d'abord, je suis très reconnaissante en fait à Anne-Florence, donc Anne-Florence Schmitt, notre directrice de rédaction, de m'avoir offert la possibilité de mener ce projet pendant 10 ans. C'est un grand cadeau dans ma vie parce que j'adore les entrepreneurs, j'adore l'esprit d'entreprendre parce que je trouve que c'est une façon de résister, de jamais accepter ce avec quoi on n'est pas d'accord dans la vie, dans le monde, etc., de vouloir laisser une empreinte, d'être dans une démarche créative. Donc déjà, ce que j'en retiens, c'est qu'on a duré 10 ans. Comme tu le sais, c'est déjà une belle longévité pour un projet dans la presse. Je suis ravie parce que je pense que ça va pas s'arrêter là. Mais en réalité, j'étais tellement inspirée en fait aussi par les femmes qu'on a pu accompagner. On a accompagné 120 femmes entrepreneurs en 10 ans. 12 par an, et qu'on continue de voir, puisqu'elles font partie de notre communauté. On est accompagné par 13 partenaires aujourd'hui, donc tout ça, c'est un écosystème. On travaille en transversal avec des personnes des différents services, en fait, pour nous aider à ce que ce projet voit le jour, aille jusqu'au bout des 8 mois du projet chaque année. C'est vraiment un gros investissement. Ça prend presque toute l'année, finalement. Oui, une grosse partie. Moi, ça m'apporte beaucoup de fierté, beaucoup d'énergie et d'inspiration, parce qu'en fait, finalement, je pourrais me contenter de les regarder faire et faire comme elles, en fait. J'ai aussi créé un peu mon entreprise au sein du journal en les regardant créer la leur. Et ça m'amène à un autre conseil, si ça t'intéresse. Mais je trouve que ce qui aide énormément dans la vie, c'est la créativité. Je pense à une personne qui a été aussi importante dans ma vie, qui m'a toujours dit « La créativité peut sauver une vie ». C'est vrai. Je crois que c'est vrai. Quand on crée, c'est une telle chance. C'est une telle chance dans l'existence. C'est une envie de se lever le matin. C'est une façon de participer au monde qui nous entoure. Ça apporte énormément d'énergie, d'envie. Il n'y a rien de plus beau que de créer. Et donc, si vous avez l'occasion, même aussi là où vous êtes, de créer votre propre projet, d'abord, c'est une chance. Et en plus de ça, vous verrez, je le dis toujours, on grandit avec son projet. C'est une façon formidable, en fait, d'ailleurs aussi de progresser dans sa carrière, sans que ça soit une lutte, sans que ça soit en prenant la place de quelqu'un, en ayant besoin de tuer quelqu'un d'autre, comme souvent dans les grands groupes où c'est absolument atroce. Là, finalement, vous grandissez avec votre projet. C'est un peu de l'intrapreneuriat. Et cette place que vous créez, personne ne peut vous la prendre. Elle est juste à vous. Et ça s'impose, en fait, même à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est assez naturel. C'est ce que j'appelle une croissance organique du projet et de vous-même. Et ça, c'est assez chouette à vivre dans une vie professionnelle. Je le conseille à quiconque.
Maintenant, Morgane, j'aimerais continuer donc notre discussion autour d'une notion très importante dans ton parcours que tu as évoqué à plusieurs reprises à l'instant. La connaissance de soi, est-ce un outil incontournable pour devenir une meilleure dirigeante? Alors, je te pose la question parce qu'il est de plus en plus fréquent d'entendre que la connaissance de soi est indispensable en entreprise, notamment pour les dirigeants et les managers, pour prendre de meilleures décisions, mieux superviser des équipes ou encore poser de saines limites. Mais ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde car cette démarche demande une certaine dose de courage. Marie Robert, autrice et brillante philosophe, en parlait récemment auprès du magazine Elle. On l'écoute. Pour Kant, l'audace, c'est l'audace donc de savoir, c'est le courage d'aller examiner en fait la vérité. C'est le courage c'est presque un impératif moral. Pour Kant, faire l'autruche et nier et ne pas regarder ce qui nous arrive, c'est presque immoral. C'est-à-dire que c'est là où il y a vraiment un mouvement parallèle. C'est pas juste oser savoir, c'est que ne pas le faire, c'est renoncer à quelque chose, c'est renoncer à une possibilité. Donc il y a vraiment cette idée de avoir de l'audace, c'est être philosophe, c'est-à-dire avoir ce moment où on se pose avant d'agir. Évidemment, quand on est dans une entreprise, ou que ce soit notre vie d'ailleurs professionnelle ou intime, on est souvent régi par l'habitude. Et bien Kant dit, mais allons regarder, est-ce que cette habitude, en fait, on se sent aligné? Est-ce qu'on est OK avec ces pratiques, avec ces mœurs, avec cette manière de travailler, avec cette manière de faire, avec ces discours finalement qu'on nous répète et qu'on juge tout à fait normal, mais ils sont fondés sur quoi? Ils reposent sur quoi? Donc c'est vraiment ça, cette audace de savoir, c'est pas de l'insolence, c'est pas juste un questionnement, c'est vraiment aller décortiquer les habitudes. Alors tout d'abord, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'elle vient de dire? Se connaître, est-ce avant tout une affaire d'audace? Alors d'abord, j'adore Marie Robert, elle le sait bien. Pourquoi m'as-tu donné un extrait du Elle? C'est un hasard. Elle l'a dit aussi dans Madame Figaro. Non, c'est vrai. Je pense surtout que se connaître soi-même, ce qu'elle a dit surtout, c'est que c'est une obligation morale, au sens de kantien du terme, puisqu'on dit que Kant, c'est le père de la morale. Mais je pense que ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit, et ce qui, je pense, est très important pour un leader, c'est qu'en fait, je pense que la connaissance est une obligation morale pour un leader. C'est-à-dire la connaissance, bien sûr, de soi, j'allais dire, mais ça, c'est un chemin aussi très personnel, mais il y a la même démarche dans la connaissance du monde, parce qu'il doit développer une vision. C'est ce qu'on attend d'un leader, en fait, qui nous guide, qui nous explique vers où on va aller quand c'est pas forcément très clair pour tout le monde, en fait. Et ça passe par savoir ce qu'on ne sait pas. Et c'est ça qui demande du courage. C'est-à-dire que, évidemment, le cerveau, comme nous, il est fainéant, fainéant. Il est très bien dans ses habitudes, il préfère aller vers ce qu'il connaît. Mais en réalité, si on veut développer une vision, il faut savoir ce qu'on ne sait pas. Il faut savoir peut-être ce à quoi on n'a pas pensé. Il faut accepter que peut-être on a tort. Ça, c'est un biais cognitif très important, c'est le biais de confirmation. Notre cerveau écoute ceux qui nous disent qu'on a raison. C'est le principe d'ailleurs de l'IA, qui nous dit en permanence qu'on a raison. L'effort, c'est d'écouter aussi ceux qui nous prouvent qu'on a tort. Parce que peut-être que si on ne les écoute pas, on va se prendre le mur. La connaissance de soi, c'est pareil, en fait. On pense qu'on se connaît, mais en fait, il y a plein d'autres zones qu'on n'a pas explorées et qui font que peut-être on n'est pas aligné avec soi-même. Donc pour moi, le courage, c'est ça, c'est de savoir ce qu'on ne sait pas. Et c'est pas très français. En France, on veut toujours dire « bien sûr, je sais, bien sûr, j'ai la réponse ». Moi, je trouve qu'un leader intéressant, c'est un leader qui dit « peut-être qu'on n'a pas la réponse ». Donc, il va, en amont de ses décisions, énormément penser, énormément chercher, énormément écouter la voix qui dit l'opposé avant de réfléchir et de prendre sa décision. Et c'est un peu pareil dans la connaissance de soi, en fait. Il ne faut pas avoir peur d'aller à la rencontre de soi-même, tout comme il faut pas avoir peur d'aller à la rencontre de peut-être notre erreur si on cherche un chemin pour mener une entreprise ou un projet. Et en tout cas, après, ça devient très plastique et on trouve très vite la voie. Vous voyez ? Et du coup, pour finir cette partie, se connaître peut donc aller à la fois de petits ajustements quotidiens à des changements plus radicaux, parfois existentiels. Ça peut paraître vertigineux pour beaucoup. Des peurs persistent souvent. Donc là encore, Marie Robert en parlait. On l'écoute à nouveau. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas d'audace ? En fait, ce qui fait souvent qu'on n'a pas d'audace, c'est qu'on a peur. C'est qu'on a peur, c'est qu'on est paralysé, c'est qu'on envisage des risques, c'est ce qu'on se dit, ah bah non, ça ne se fait pas, je peux pas le dire, je peux pas le faire, etc., etc. En fait, on
on s'habille de contraintes et de peurs. Et en fait, l'autre idée et la philosophie nous aide à déconstruire aussi ces peurs en se disant quand une décision est vraiment bonne, en fait, quand on se sent vraiment capable justement d'avoir fait tout ce travail d'analyse, de compréhension, eh bien en fait, la mettre en œuvre présente aucun risque, ou en tout cas des risques beaucoup plus limités que ce qu'on pense. Parce qu'en fait, on est prêt à les assumer, ces risques. Donc, un risque qu'on est prêt à assumer, c'est tout de suite un peu moins un risque. C'est-à-dire qu'on a tellement fait ce travail d'analyse, de pensée, et on est tellement en accord avec l'action qu'on va mettre en place qu'on est prêt à aller n'importe où. Alors cette démarche introspective ne se limite pas à la réflexion, on le disait, c'est aussi un passage à l'action. Donc concrètement, quel premier pas peut-on faire pour lever les peurs qui nous empêchent d'agir ? Marie-Robert vient de dire à l'instant qu'il faut finalement prendre des risques mesurés. Oui, alors il y a la question de la mesure du risque, mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en psychologie, la peur marche avec le désir. C'est-à-dire que plus on a peur, moins on a de désir, plus on a de désir, moins on a peur. Le meilleur moteur pour faire taire sa peur, c'est de faire augmenter son désir. Plus vous allez vers ce qui vous plaît, plus vous l'assumez, plus vous assumez ce qui vous fait envie, plus vous nourrissez ce désir. Je rêve de faire ce truc. Ce projet, ça me parle, c'est vraiment ce qui fait sens pour moi. La peur tombe. Plus vous nourrissez votre envie, plus vous la partagez avec d'autres, vous n'aurez plus peur. Ça marche ensemble. C'est des vases communicants. Voilà. Plus vous écoutez votre peur, plus vous vous dites, mon Dieu, c'est trop dur, j'irai jamais. Vous voyez, ça marche ensemble. Et c'est très important pour les femmes, ce point de la peur et du désir, parce que, et ça rejoint la connaissance de soi, et je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais les femmes, depuis des millénaires, existent définies par le regard des autres. Tu dois être ceci, tu dois pas faire ça, tu dois être plus comme ci, tu dois être comme ça. Alors aujourd'hui, ça donne. On doit être des mères, mais on doit réussir notre carrière. On doit être jolie, mais pas séductrice. On doit être ceci, mais pas cela. C'est insupportable en réalité. Donc ça ne va jamais. Donc moi, je pars du principe que de toute façon, ça n'ira pas. On fera jamais ce qu'il faut dans le regard des autres. Les femmes, en permanence, sont confrontées à un regard qui les limite et qui essaye de les définir à leur place. Donc la question, c'est pour ça que c'est important de se connaître soi-même, c'est je reprends le pouvoir en fait sur mon existence. Je définis moi-même en fait qui je suis au-delà des injonctions qui sont infernales en fait, qui durent depuis toujours. Donc il faut être audacieuse, mais pas trop. Il faut prendre la parole, mais pas la monopoliser. Elle est autoritaire, elle a pas assez de leadership. C'est infernal. Donc en fait, la seule solution, c'est de se connaître soi-même, déjà d'être soi, d'arrêter d'exister dans le regard de l'autre qui peut prendre toute une vie. Et c'est ça déjà, se réapproprier sa puissance, son pouvoir quand on est une femme. Et donc là, on arrive enfin à son désir. Qu'a-t-on vraiment envie de faire ? Et la peur tombe assez naturellement. C'est normal d'avoir peur. C'est ça ce qu'il faut dire à nos auditrices. D'abord, tout le monde a peur. Et en plus de ça, nous, comme on nous met des bâtons dans les roues depuis des siècles, on va pas s'en libérer en 2 secondes. Mais on a cette magie de peut-être pouvoir se penser en tant que femme, en tant que personne, puisque finalement, on peut se l'autoriser, on doit se l'autoriser. Et c'est ce chemin qui mène, à mon avis, à ce qu'on appelle l'audace, mais tout simplement au fait d'exister. Ça n'empêche pas de savoir mesurer son risque. Et d'ailleurs, en réalité, quand on n'a pas peur, on mesure son risque. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, quels sont les risques, lesquels j'accepte de prendre, et de faire prendre à mon équipe, et lesquels je n'accepte pas. Moi, ce qui m'aide dans ces cas-là, je crois que c'est la phrase d'Eisenhower, donc le débarquement en Normandie. Bon, on voit ce que c'est que d'avoir la responsabilité de ces hommes et ce qu'il a porté sur ses épaules, ce général quand même. Bon, et donc lui, il a dit, et c'est Colin Powell, après on aime ou pas Colin Powell, mais qui a transformé sa théorie, il dit, moi, à 70% d'informations, j'y vais. J'engage mes hommes. Et donc, moi, ce que j'incite les femmes qui nous écoutent à faire, c'est aller chercher de l'information. C'est toujours la question de la réflexion en amont. Plus vous allez chercher de l'information sur l'action que vous voulez mener, plus vous allez mesurer votre risque. Et à 70% on devrait y aller, on y va. Moi, je trouve qu'à 60-70, on y va et on peut engager son équipe. Et le reste, il y a toujours la part d'incertitude et d'incontrôlable. La vie est un risque. On peut le mesurer un peu plus quand on engage des personnes avec soi. Et Lucie Bache, que j'ai reçue justement au début de cette saison, disait aussi, il faut se demander au final tout simplement qu'est-ce qui peut m'arriver de pire. Et en fonction de la réponse qu'on apporte à cette question, ça permet aussi de se lancer ou pas. On l'a abordé tout à l'heure ensemble.
Quand on a affronté la maladie, la mort d'un proche, de ce qu'on affrontera tous dans la vie, etc., à part la maladie, à part la mort, rien n'est grave, d'accord ? Et donc, quel est le pire qui peut nous arriver ? Moi, je le transforme en quel est le meilleur qui peut nous arriver. Voilà. On est là pour vivre une aventure ensemble. Les entreprises sont des aventures humaines. C'est des personnes qui travaillent ensemble, qui allient leurs talents, etc. Quel est le meilleur qui puisse nous arriver ? Déjà, quand on regarde les choses sous cet angle, ça libère beaucoup d'énergie. Oui. Quel est le meilleur qui puisse nous arriver ? Si on dessinait le meilleur. Pour terminer, Morgane, je te pose quelques questions, courtes et rapides. Tu me réponds par un mot et un seul. C'est parti. Si tu devais résumer ton propre leadership en un seul mot, ce serait quoi ? Le partage. Si tu devais trouver un point commun à toutes les femmes, lequel ce serait ? La puissance. Si tu étais une entrepreneuse inspirante, qui serais-tu ? Moi-même. Très bonne réponse. Si tu devais offrir un livre et un seul à toutes tes amies, lequel ce serait ? La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Si tu ne devais citer qu'une qualité professionnelle, laquelle choisirais-tu ? La créativité. Si tu avais un super pouvoir au travail, lequel ce serait ? D'insuffler plus de joie. Si tu ne devais retenir qu'un conseil reçu au cours de ta carrière, lequel ce serait ? Il faut dire son désir. Et enfin, si tu étais ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, que ferais-tu en premier ? J'obtiendrai des budgets du gouvernement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de ce ministère. C'est pour ça qu'il ne peut pas mener les actions qui comptent. J'obtiendrai beaucoup d'argent pour pouvoir mener mes actions à terme au lieu d'être un ministère qui n'arrive pas à aller jusqu'au bout de ses projets. Enfin, pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent pour faire preuve d'audace, se lancer avec confiance dans la vie ? Je pense que l'audace, c'est encore une injonction. C'est de nous dire, on doit être audacieuse. Je vois pas pourquoi. C'est déjà suffisamment compliqué d'être une femme au travail qui mène tout, etc., pour devoir être audacieuse. Moi, je pense que quand déjà on arrive à savoir ce qu'on a envie de faire, à comprendre pourquoi on fait les choses, à savoir ce qu'on ne sait pas et à aller sur un chemin de connaissance pour développer une valeur ajoutée pour soi-même, pour ses équipes et dans le monde, c'est déjà monumental. Donc, je dirais plutôt que d'avoir de l'audace, c'est d'essayer d'être dans une justesse vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, déjà pour qu'ils se sentent bien aussi. Et quand on est juste vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, on n'a pas besoin d'avoir d'audace parce qu'en fait, les choses arrivent. C'est ce que je pense. Merci beaucoup, Morgane Miel. Merci à toi. Et merci également à vous de nous avoir écoutés. C'était le 10e épisode de la saison 4 de Femmes de Défi. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez nous soutenir, je vous invite à liker, commenter, partager. Vous pouvez également découvrir les autres podcasts produits par Courrier Cadre sur notre site et nos réseaux sociaux. À très vite.